Bienvenue sur Cruauté en face story. Ici, on ne raconte pas de simples histoires. On plonge dans les recoins sombres de l'âme humaine, là où la raison vacille et où la vérité glace le sang. Ce n'est pas un divertissement, c'est un voyage. Un face-à-face brutal avec ce que l'homme peut avoir de plus cruel, de plus imprévisible, de plus inavouable. Ici, chaque détail compte, chaque mot dévoile un morceau d'ombre, et chaque silence pèse plus lourd que 1000 explications. Alors installe-toi, laisse tomber les certitudes, parce qu'une fois que tu as franchi cette porte, tu n'écoutes plus une histoire, tu l'endures, et quand la lumière se rallumera, tu ne verras plus le monde de la même manière. Abril Pérez Sagaón est né le 18 novembre 1971 à Monterrey, capitale de l'État mexicain de Nuevo León, au nord-est du pays. Elle était la deuxième enfant de María Sakuro Sagaón et Manuel Pérez. Une famille modeste, sans luxe, mais avec des valeurs solides. Ses parents ont tout donné pour offrir une bonne éducation à leurs enfants. Et franchement, ça a payé. Les enfants étaient sérieux, travailleurs, toujours investis dans des activités extrascolaires. Abril, elle, s'est très vite démarquée en mathématiques. Mais pas que, elle avait ce petit truc en plus, un esprit d'entrepreneuse, curieuse, disciplinée, ambitieuse. Elle adorait les livres et s'était fixé un objectif personnel. Lire plusieurs ouvrages par semaine. Pas pour frimer, pour apprendre, comprendre, grandir. Dès son adolescence, elle a commencé à travailler pour être indépendante, libre. Elle économisait chaque peso qu'elle gagnait, vivait simplement, parfois même un peu trop, et préparait son avenir avec une rigueur quasi militaire. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, Abril était une femme rigoureuse, du genre à planifier chaque heure de sa journée, à respecter ses objectifs à la lettre et, bien sûr, à ne jamais arriver en retard. Elle avait des rêves ambitieux. Elle voulait intégrer une université prestigieuse, décrocher un poste important dans une grande entreprise, construire une carrière respectée et admirée, rien que ça. Et devinez quoi? Grâce à son acharnement, sa discipline et une volonté de faire, le destin a fini par lui faire un clin d'œil. Dès qu'elle a terminé le lycée, elle a été acceptée dans l'une des meilleures universités de l'État de Nuevo León. Elle a étudié l'administration des entreprises avec une spécialisation en finance. Sérieux. Déjà à ce stade, c'était du solide. À sa remise de diplôme, ses camarades l'ont décrite comme une femme brillante, concentrée, ambitieuse, mais aussi drôle, généreuse et toujours de bonne humeur. Bref, la collègue qu'on admire et qu'on jalouse un peu en secret. Très vite après ses études, elle a décroché un job dans une des plus grandes entreprises du Mexique. Rien que ça, mais elle ne s'y est pas éternisée. Le monde du digital l'a appelée. Et oui, le marketing et les ventes en ligne, c'était le futur. Elle a donc changé de voie. Et là, explosion. En un peu plus de 2 ans, elle est passée de nouvelle recrue à directrice exécutive. Tout ça sans piston, sans scandale, sans coucherie. Juste du travail, de la sueur et une cervelle affûtée. Abril était belle, brillante, ambitieuse, indépendante. Elle avançait, tête haute, vers cette vie rêvée qu'elle s'était jurée de bâtir. Elle aidait financièrement sa famille, elle enchaînait les succès et elle avait encore 1000 projets en tête. Mais il manquait un petit truc. Elle l'a souvent dit elle-même, ce qui lui manquait, c'était l'amour. Abril n'aimait pas la solitude. Malgré son entourage bienveillant, elle rêvait de partager sa vie avec quelqu'un. Un complice, un partenaire, quelqu'un sur qui elle pourrait compter, même dans les pires moments. Et un jour, bam! Elle a cru que le destin lui souriait à nouveau. Elle a rencontré Juan Carlos, l'homme parfait. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait.
Leur rencontre, un classique du monde pro. Voyage d'affaires, hôtel chic, ambiance feutrée. Et là, elle est tombée sur lui. Il avait 3 ans de plus qu'elle. Ambitieux, brillant, charmant, le cocktail parfait. Et surtout, et ça, c'était crucial pour elle, il semblait être à son niveau. Professionnellement parlant, bien sûr, parce qu'elle n'était pas du genre à se mettre avec quelqu'un en dessous. Non, elle voulait un égal, quelqu'un qui carburait autant qu'elle. Et devinez quoi? Rowan semblait parfaitement collé à ce profil, déterminé, charismatique, passionné. Il a craqué pour elle dès le premier regard, et elle aussi, elle a cru que c'était le début d'une grande histoire. Juan Carlos a été totalement captivé. Par quoi? Par la beauté, le charme, la gentillesse et le sourire d'Abril. Très vite, il a aussi réalisé que cette femme-là n'était pas juste jolie. Elle était intelligente, connectée, parfaitement consciente des mutations du monde. Une vraie visionnaire dans un tailleur bien repassé. Lui non plus n'était pas n'importe qui. Juan Carlos Garcia avait étudié dans une prestigieuse université de sciences et technologies où il s'était distingué dans le département d'économie et de commerce extérieur. Un futur Golden Boy en pleine éclosion. Quelques années plus tard, monsieur avait même traversé l'Atlantique pour poursuivre ses études aux États-Unis. Et pas n'importe où, à Harvard. Puis il est retourné au Mexique, armé jusqu'aux dents de diplômes et d'ambition, prêt à conquérir le monde du e-commerce, un secteur aussi lucratif qu'impitoyable. Leur rencontre, elle s'est produite lors d'une conférence sur les technologies financières. 2 étoiles montantes, dans un univers où l'argent circule plus vite que les émotions. Et pourtant, ce jour-là, Juan n'a pas vu un tableau Excel. Il a vu elle. Et là, il a compris. Il était tombé amoureux. Pas d'un profil LinkedIn, d'une femme réelle, brillante, magnifique. Il a réussi à obtenir son numéro. Et, miracle, il a découvert qu'elle aussi ressentait la même chose. Elle le trouvait charmant, poli, intelligent. Bref, il avait coché toutes les cases. Il se plaisait, il se cherchait. Et très vite, ils se sont trouvés. Leur relation a évolué à la vitesse grand V. Et en 1998, ils se sont mariés lors d'une cérémonie somptueuse. Un mariage de rêve à l'image de leur réussite. À cette époque, ils avaient déjà bien gravi l'échelle du succès. Tous deux étaient engagés dans le développement du commerce en ligne, un secteur qui promettait de faire pleuvoir les millions. Extérieurement, un couple parfait, 2 carrières brillantes, une maison de luxe, des sourires sur les photos de famille, mais en coulisses, c'était une autre histoire. Une histoire beaucoup plus sombre, comme je vous l'ai dit dès le début. C'est seulement en 2001, après un peu plus de 3 ans de mariage, qu'ils ont accueilli leur premier enfant. Une petite fille prénommée Anna Cecilia. Une naissance attendue, espérée, célébrée. Mais vous vous doutez bien que même cet heureux événement ne suffira pas à masquer ce qui se tramait vraiment dans l'ombre. À 30 ans, Abril rayonnait. L'arrivée de sa petite fille symbolisait un nouveau départ, une nouvelle vie de famille. Et, au début, son mari semblait, lui aussi, comblé. Il regardait leur fille avec admiration. Il la portait dans ses bras avec une douceur presque émouvante. Presque. Un peu plus de 2 ans plus tard, Abril a donné naissance à leur 2e enfant, un petit garçon prénommé Juan Carlos Jr. Et oui, monsieur a tenu à laisser son empreinte. Et ce n'était que le début. 3 ans après, un 3e enfant a rejoint la tribu, Julio Andreas. Une autre naissance, une autre étape. Et malgré tout ça, Abril n'a quasiment pas pris de congé maternité. Elle a continué à jongler entre couches, biberons, deadline, réunions, et elle y arrivait. Mieux que bien. Ses proches la considéraient comme une excellente mère.
Elle cuisinait pour toute la famille, aidait les enfants à faire leurs devoirs, faisait les courses, passait à la pharmacie et gérait une carrière de haut vol en parallèle, une vraie superwoman. De l'extérieur, leur vie ressemblait à une pub de luxe. Famille parfaite, argent à gogo, enfants souriants. Et pourtant, on connaît la chanson « Tout ce qui brille n'est pas or ». Parce que derrière cette vitrine lustrée, il y avait l'envers, et il était sombre. Juan Carlos, dès les premières années, a laissé tomber le masque. Il s'est montré violent, colérique, autoritaire, intolérant, et en prime, capricieux. Il fallait que tout tourne autour de lui, tout de suite, sans discussion. Mais Abril, elle, était amoureuse. Et naïvement, elle s'est dit que ça passerait, qu'avec le temps, il changerait, qu'il apprendrait à aimer mieux, qu'ils se comprendraient. Et puis bon, ils travaillaient ensemble, ils bâtissaient des projets communs, faisaient grimper les chiffres, les résultats explosaient quand ils collaboraient. Une équipe redoutable, du moins sur le papier. Mais au fil du temps, les disputes sont devenues plus fréquentes, plus dures, plus physiques. Après la naissance de leur fille, Juan a bien tenté de se contenir. Quelques mois, peut-être même quelques sourires en plus, mais comme on dit, chasser le naturel. Et lui, il était violent. Il l'a été, il l'est resté, et les enfants n'ont rien changé à ça. Quand le troisième est né, Juan Carlos n'a même plus essayé de faire semblant. Il était devenu brutal, méprisant. Il utilisait Abril comme un punching ball émotionnel, et parfois physique. Il l'insultait, il la rabaissait, sans arrêt, et ses larmes. Elles semblaient presque le réjouir, comme si sa souffrance nourrissait son ego pourri jusqu'à l'os. Puis, les coups sont devenus réguliers, calculés, bien placés, dans des zones couvertes par les vêtements. Juste ce qu'il fallait pour qu'elle puisse masquer les bleus avec un peu de fond de teint. Tout ça, évidemment, dans un seul but, préserver sa réputation. Il voulait continuer à être vu comme le mari idéal, l'entrepreneur modèle, le papa parfait. Et Abril, elle s'est tue pendant des années. Même sa sœur, même sa mère, elle n'a rien dit. Elle aurait pu partir. Elle gagnait bien sa vie. Elle aurait pu élever ses enfants seule, dans un environnement sain. Mais voilà. Il était riche et influent. Et il n'hésitait pas à la menacer. S'il le voulait, il pouvait lui retirer la garde des enfants. Avec ses avocats, ses contacts, son pouvoir, il pouvait tout retourner contre elle. Et il le lui rappelait, souvent. Et nous voilà maintenant au premier semestre de l'année 2010. Le vernis a commencé à craquer. Ceux qui, hier encore, enviaient cette famille parfaite, ont commencé à ressentir un malaise, un pressentiment, comme si quelque chose de terrible se jouait derrière les murs de cette maison bien trop silencieuse. Abril n'était pas seulement soumise. Elle était épuisée, angoissée, maigre. Elle ne dormait presque plus. Et son corps portait les traces de ce qu'elle vivait, des hématomes sur le visage, sur les bras, sur les côtes, de plus en plus visibles, et impossibles à justifier. Juan Carlos, lui, gardait une image lisse, calme, souriant. Il jouait à la perfection le rôle du mari attentionné, le genre d'homme qui vous serre la taille avec tendresse devant les invités, mais qui serre la gorge une fois la porte fermée. Et à la maison, il s'est transformé en monstre, de plus en plus dangereux, instable, imprévisible. Les proches ont essayé, ils l'ont supplié de partir, mais Abril, obstiné, a continué à prétendre que tout allait bien. Et pendant ce temps, monsieur grimpait. En 2014, Juan Carlos a atteint le sommet de sa carrière. Il est devenu PDG de l'Amazon Mexique. Rien que ça. C'est aussi pour cette raison que l'affaire a tant fait parler. Parce que le grand patron de l'e-commerce, adulé, médiatisé, millionnaire, menait une double vie. Après cette promotion,
Ils ont quitté Monterrey pour s'installer dans la capitale. Une maison immense, dans l'un des quartiers les plus huppés. Les enfants ont été inscrits dans une école privée hors de prix. Abril espérait que cette nouvelle vie ramènerait la paix. Mais Juan Carlos a continué à la battre. Sauf que cette fois, il ne se cachait même plus. Il levait la main devant les enfants. Et en bonus, il a commencé à l'accuser d'infidélité, sans la moindre preuve. Paranoïaque, contrôlant, il a commencé à fouiller son téléphone, à interdire les réseaux sociaux, à lire ses mails. Puis, sans trouver quoi que ce soit, il a engagé un détective privé. Mission: suivre Abril et photographier tout homme qui aurait le malheur de lui parler. Et Abril, elle a tout essayé pour sauver son couple. Elle s'est accrochée, jusqu'à s'oublier. Elle vivait un cauchemar permanent. Mais aux yeux du monde, toujours ce couple parfait, cette famille modèle. Certains l'enviaient même. Un mari riche, influent, gentil, quel jackpot! Mais à Noël 2018, le vernis a craqué. La famille s'est rendue à Monterrey pour passer les fêtes chez les parents d'Abril. Et là, les masques sont tombés. Juan Carlos s'est comporté comme un tyran, même devant sa belle famille. Sa manière de parler à Abril? Froide, agressive, humiliante. Les parents ont été choqués et profondément inquiets. Ce soir-là, Abril a pris une décision. Elle allait divorcer et elle l'a dit à son mari, en face. Elle lui a annoncé qu'elle le quitterait dès leur retour à Mexico. Juan Carlos a explosé. Dans un accès de rage, il a sauté à la gorge de sa femme. Il a serré, fort, très fort. Elle a failli perdre connaissance. Et si la mère d'Abril, Doña Maria, n'était pas entrée dans la pièce à ce moment-là, on ne parlerait peut-être plus d'Abril aujourd'hui. Elle a crié, hurlé, et le bruit a attiré toute la famille. Une tragédie évitée de justesse. De retour à la capitale, Abril s'est préparée au divorce. Elle a quitté la chambre conjugale. Elle a dormi dans une petite chambre d'amis. Mais quelques jours plus tard, l'horreur. Alors qu'elle dormait, Juan Carlos est entré dans la chambre. Avec un bâton de baseball, il l'a frappée à la tête, fort, et il s'apprêtait à frapper encore une fois, mais elle s'est réveillée, désorientée, et a réussi à se lever juste à temps. Elle a crié, les enfants ont accouru, son plus jeune fils s'est interposé en utilisant son propre corps comme bouclier. Et l'aîné, il a arraché le bâton des mains de son père. Ils ont fui, ensemble, direction l'hôpital. Le diagnostic a été clair, contusion sévère, lacération profonde au-dessus de l'œil. Il a fallu plusieurs points de suture pour refermer la plaie, et pendant qu'elle était encore à l'hôpital, Juan Carlos, lui, a appelé son avocat. Et surtout, il s'est rué sur ses réseaux sociaux. Il a publié un message dans lequel il prétendait qu'Abril l'avait trahi, qu'elle voulait le quitter pour un autre, qu'elle emmenait les enfants et l'argent. Mais ce n'est pas tout. Il a dit qu'elle lui avait volé l'argent du coffre familial et qu'en tentant de l'en empêcher, elle l'avait poignardé à l'épaule. Il a posté une photo d'un couteau ensanglanté et de taches rouges sur le sol, sauf que le sang, c'était celui d'Abril, et la photo du couteau, volée sur Internet. Mais évidemment, ça ne l'a pas empêché de convaincre des dizaines de collègues et d'amis. Ils ont partagé son message, relayé sa version. Et Abril, déjà à terre, a été massacré sur les réseaux. Des insultes, des accusations, des jugements hâtifs. Des femmes, même, l'ont traité de manipulatrice, d'arriviste, d'arnaqueuse. Tout le monde y est allé de sa petite gifle virtuelle, sans même écouter l'autre version, classique Internet. Mais Abril ne s'est pas laissée enterrer vivante. Elle a déposé plainte contre son mari, pour tentative de meurtre. Et comme je te l'ai raconté plus tôt, la police a enquêté.
ils ont démonté tous les mensonges de Juan Carlos, un par un, et les enfants ont confirmé ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Finalement, en septembre 2019, soit 8 mois et demi après l'agression, Juan Carlos Garcia Sanchez a été arrêté. Les chefs d'accusation, agression physique aggravée et tentative d'homicide volontaire. Juan Carlos a été incarcéré. Il y a passé un peu plus d'1 mois, juste assez pour faire croire à une justice qui fonctionne, et puis pouf, en novembre de la même année, il a réussi à faire appel de sa détention préventive. Et il a été relâché. Un juge, visiblement tombé sur la tête ou glissé sur une enveloppe bien grasse, a requalifié l'affaire. Résultat, nouveau procès. Et devinez quoi? Pendant ce nouveau procès, les photos de l'hôpital écartées, les dossiers médicaux évaporés, les témoignages d'Abril et des enfants jugés insuffisants pour maintenir Juan Carlos en détention. Lui, pendant ce temps, a sorti la carte du père martyr. Il a dit qu'Abril montait les enfants contre lui, qu'elle manipulait tout. Et là, dans un geste théâtral à vomir, le juge l'a laissé sortir directement de la salle d'audience. Il a estimé que Juan Carlos ne représentait pas un danger immédiat pour la vie de son ex-femme. Abril, elle, est restée figée, choquée, terrifiée, dévastée. Elle a compris. Son ex-mari avait utilisé ses connexions et très probablement acheté les bonnes personnes pour être libérée. Elle a écrit une lettre au juge lui expliquant qu'elle craignait pour sa vie. Mais le système l'a ignorée comme on ignore une vieille enveloppe vide. Et pire encore, à peine libéré, Juan Carlos a entamé une procédure pour obtenir la garde des enfants. Il l'a forcée à revenir à Mexico pour assister aux audiences. Sinon, elle risquait de perdre ses enfants. Et elle est revenue. Le 25 novembre 2019, elle est arrivée à Mexico accompagnée de ses enfants. Elle avait tout planifié, audience le matin, vol de retour le soir même. Les billets étaient achetés. Elle voulait fuir au plus vite, mais ils n'ont jamais atteint l'aéroport. Après l'audience, Abril, ses enfants et son avocat sont montés dans une voiture et à un feu rouge, un motard s'est approché. Il a sorti une arme. Il a tiré 2 fois, directement sur Abril assise à l'avant. Puis, il a pris la fuite. Une balle a effleuré le plus jeune fils, un miracle qu'il ait survécu. Les enfants, traumatisés, ont vu leur mère grièvement blessée. Elle a été transportée en urgence à l'hôpital où les médecins ont lutté pendant plus de 6 heures pour la sauver. Mais c'était trop tard. Abril Pérez Sagaón est morte. Elle avait 48 ans. La nouvelle a bouleversé tout le pays. Ses parents, ses frères et sœurs ont immédiatement pris l'avion pour Mexico, exigeant que Juan Carlos soit arrêté. Pour eux, c'était clair. Il était derrière ce crime. Et il l'avait planifié. Mais la police, elle a préféré jouer la carte de la prudence ou de l'aveuglement. Selon elle, tant que le tireur n'était pas identifié, on ne pouvait pas établir de lien direct. Pas de tireur, pas de mobile officiel. Bref, circuler, y a rien à voir. Les enfants, désormais orphelins de mère, ont été confiés temporairement à la famille maternelle. Et Juan Carlos, il s'est remis en ordre de bataille pour les récupérer. Oui, même après tout ça. Sur les réseaux sociaux, la sœur d'Abril a crié sa rage. Elle a publiquement accusé Juan Carlos d'être le commanditaire du meurtre. Mais sa page, suspendue, puis supprimée. Malgré ça, la famille a refusé de se taire. Elle a lancé une campagne de sensibilisation parlant ouvertement de ce drame et de tous ces hommes qui essaient de tuer des femmes. Et s'en sortent. La colère du public a éclaté. Face à l'indignation, le ministère public du Mexique a rouvert une enquête. Une commission interne a aussi été déclenchée pour examiner les agissements des juges ayant libéré Juan Carlos.
Résultat, les magistrats ont été suspendus, puis définitivement écartés. La politicienne Claudia Sheinbaum Pardo, grande défenseur des droits des femmes, a reclassé l'affaire en féminicide. Elle a promis une réouverture complète du dossier avec des conséquences pour tous les responsables. Pendant ce temps-là, Juan Carlos, toujours libre, continuait son petit cinéma. Il postait sur les réseaux, l'air indigné, exigeant que le meurtrier de son ex-femme soit retrouvé et puni. Il jurait que, malgré leurs différends, il n'aurait jamais levé la main sur la mère de ses enfants. Un détail, Juan, tu l'avais déjà fait, avec un bâton. Mais cette fois, sa fille aînée Anna Cecilia est intervenue. Elle a laissé un commentaire sous l'une des publications de son père, un message rempli de colère. Elle l'a accusé de cruauté, publiquement, et elle a posté les photos de sa mère, prises à l'hôpital, après l'agression au bâton de baseball. Malgré le scandale, les preuves, la pression médiatique, Juan Carlos est resté libre. Oui, libre, en pleine enquête. Une simple ordonnance d'éloignement et l'obligation de se présenter chaque semaine au commissariat. Mais bon, on le connaît. Juan Carlos n'aimait pas recevoir d'ordre, alors il n'y est pas allé. Et un mandat d'arrêt a enfin été émis contre lui. Sans surprise, impossible de mettre la main sur lui. Et puis, on a découvert pourquoi. Le cher monsieur avait encore une fois utilisé son argent et ses contacts pour fuir le pays. Direction les États-Unis. Les autorités mexicaines ont immédiatement contacté Interpol, précisant qu'il s'agissait d'un crime grave, prémédité, sanglant. Dès le lendemain, Juan Carlos Garcia Sanchez a été déclaré recherché au niveau international. Pendant ce temps, les enquêteurs mexicains ont tenté de reconstituer le crime. Les images de vidéosurveillance étaient accablantes. 2 voitures suivaient de près le véhicule dans lequel se trouvait Abril, ses enfants et son avocat. Le motard, lui, était en contact permanent avec les passagers des 2 voitures. Un vrai film, mais en version réelle et mortelle. Il a fallu des mois d'enquête pour identifier les suspects. Et c'est le 5 mars 2020 que 2 d'entre eux ont été arrêtés. Et là, surprise, ils ont parlé. Tout de suite, pas de show, pas de silence mafieux. Ils ont tout balancé, espérant une réduction de peine. On a alors appris que Juan Carlos était bien le commanditaire. Il avait versé $9 000 à un groupe de 7 personnes directement impliquées dans la traque et l'assassinat d'Abril. Les premiers capturés ont été le conducteur d'un des véhicules de repérage et le tireur à moto, celui qui a exécuté l'acte. On a également découvert que, pendant son séjour en prison, Juan Carlos avait recruté 2 criminels pour assurer sa sécurité à l'intérieur. 2 hommes devenus ensuite ses partenaires d'affaires. À sa sortie, il les a recontactés. Il leur a demandé de trouver des hommes de confiance. Objectif, éliminer Abril. Et une fois toute l'équipe réunie, monsieur a transféré les fonds, fourni les détails de la voiture, l'itinéraire et l'heure de la sortie d'audience. Tout. Rien n'avait été laissé au hasard. Malgré tous ces éléments, ce n'est qu'à la fin octobre 2020 que 3 autres complices ont été arrêtés. Plus aucun doute possible. Juan Carlos Sanchez n'était pas juste un homme violent. Il était le cerveau, le financeur et l'organisateur d'un féminicide sur commande. Son agression précédente, le coup de batte, a été officiellement requalifié en tentative de meurtre et un nouveau mandat d'arrêt pour féminicide a été émis. Mais lui, toujours introuvable. Jusqu'à la fin de l'année 2021, les autorités ont arrêté l'ensemble des participants au guet-apens, 9 personnes au total, dont 7 directement impliquées dans le meurtre. L'arme du crime? Retrouvée. Encore un détail qui ne laisse aucun doute sur la planification.
Et Juan Carlos? Toujours porté disparu. Presque 5 ans après l'assassinat de son ex-femme, le tireur a été condamné à 52 ans de prison. 2 autres complices, les coordinateurs de l'embuscade, ont écopé de 50 ans chacun. Quant à Juan Carlos, il a été radié de son poste de PDG dès le début des investigations. Et depuis, plus rien. L'homme reste recherché par Interpol dans 190 pays. Certains journalistes mexicains estiment qu'il se cache en Amérique du Sud, probablement au Brésil. Pourquoi? Parce qu'ici, avec beaucoup d'argent, il est facile de disparaître dans une petite ville de l'intérieur, loin de tout. Légalement ou pas. Et soyons honnêtes, il avait les moyens. On ne sait pas s'il avait de l'argent liquide, des comptes offshore ou une valise remplie de dollars sous le matelas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il avait largement de quoi s'acheter le silence. Alors la vraie question, c'est, tu crois qu'un type comme lui, avec autant d'argent et de connexions, sera un jour retrouvé? Moi, perso, j'ai des doutes. S'il est planqué au Brésil, avec les bons billets, tout peut s'acheter, même le droit de disparaître. Mais maintenant, je veux ton avis. Tu crois qu'on le retrouvera? Tu penses que la justice finira par faire son travail ou qu'il vivra planqué jusqu'à ce que l'affaire tombe dans l'oubli? Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Et si tu es resté jusqu'ici, déjà, un grand merci. N'oublie pas de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup à faire connaître cette histoire. Je te dis à très vite et surtout, prends soin de toi.